Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ? On va voir peut-être quelques petites news. Alors, j'en ai pas trouvé beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y en a pas énormément des actus. En tout cas, vous savez que le sujet d'actualité en ce moment, c'est pas forcément les salles de sport le monde du fitness n'est pas trop au rendez-vous dans les actus. Donc du coup, les petites choses que j'arrive à trouver, c'est pas forcément des gros sujets. De toute façon, les journalistes et tout, ils travaillent pas forcément là-dessus. C'est pas ce qui fait le plus de clics et tout en ce moment. Donc il y a quand même quelques petites actus que j'arrive à vous trouver, mais c'est pas forcément comme en temps normal. Bon, j'ai trouvé deux sujets qu'on va voir directement. Avant ça, je voulais juste vous dire que j'ai sorti, alors ce dimanche, si ça vous intéresse, d'aller voir, vous avez le lien en description comme d'habitude, je vous ai mis un lien vers un espèce de cours pédagogique sur la puissance et la performance avec des outils nutrition. Donc vous savez, à chaque fois je travaille là-dessus, je travaille sur sur les données, sur les recherches, etc. que je fais au quotidien. Et quand je trouve suffisamment de données nouvelles dans un domaine particulier, je vous en fais un petit cours pédagogique, comme une petite vidéo, en général qui dure moins d'une heure, c'est 45 minutes, pour avoir un condensé d'actu, un condensé de nouveautés. Et là c'était sur la puissance et la performance, donc si ça vous intéresse d'aller voir ça, c'est pour toutes les personnes forcément qui veulent améliorer un petit peu leur perf, que ce soit en muscu ou même en cardio, et puis même au quotidien dans le style de vie, d'être un petit peu plus, d'avoir ce sentiment un peu plus de puissance et de performance. Allez voir, vous avez le sujet, vous avez un petit peu plus en détail les informations du contenu de la vidéo, au lien où il y a marqué, alors je sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme lien, le nom pour que ça vous aide à vous repérer, c'est devenir puissant physiquement, 5 outils nutrition. Vous avez le lien directement sous cet épisode. Allez, on démarre avec les sujets que j'ai récupérés pour vous. Alors, le premier sujet, c'est sur les polyphénols du raisin. Donc en fait c'est un article de alors la personne c'est Juliette Pouillat qui met alors j'ai noté dans l'article. En fait, ils ont étudié chez le sportif, athlète de haut niveau, amateur ou non, dans différents sports, cyclisme, aviron et course à pied. Ils ont testé les effets des polyphénols du raisin, alors en extrait et en boisson de mémoire. Et les résultats, c'est la supplémentation avec des polyphénols de raisin a un effet positif bénéfique plutôt sur le stress oxydant provoqué par l'exercice physique. Les bénéfices obtenus dépendent de la dose et de la durée de la supplémentation, mais également du type de polyphénol, donc flavonoïdes, acides phénoliques. En faible quantité, les espèces réactives de l'oxygène, donc vous les avez souvent entendues sous d'autres termes. Donc je répète, en faible quantité, les espèces réactives de l'oxygène ont un rôle bénéfique, notamment en favorisant l'adaptation musculaire. Vous savez, cette fameuse inflammation nécessaire après l'entraînement pour justement l'adaptation musculaire. Mais cependant, une surproduction augmente le risque de dommages musculaires, obligeant les sportifs à se mettre à l'arrêt. Donc en fait, il y a comme une espèce d'équilibre à avoir. Donc c'est bien d'avoir ces radicaux libres là, mais il ne faut pas en avoir en excès sous peine en fait de devoir se mettre à l'arrêt. Alors quand ils disent à l'arrêt, c'est juste d'espacer les séances, de réduire un peu parce que le profil inflammatoire serait trop élevé par rapport aux bénéfices de l'entraînement finalement. Et donc du coup, l'étude c'était voir si les polyphénols permettaient aux sportifs un petit peu de solutionner ce problème. Donc ils disent en pratique que les résultats indiquent qu'il est peu probable que les sportifs puissent obtenir la quantité nécessaire de polyphénol uniquement à partir de l'alimentation.
Donc même avec une alimentation saine, ça suffirait pas. Parmi les aliments les plus riches en polyphénol, on trouve l'artichaut, le persil et les choux de Bruxelles côté légumes, et les fraises, les litchis et bien sûr le raisin côté fruits. Donc en fait, ce qu'on voit bien là, c'est qu'il y a vraiment ce côté où il y a une politique du complément alimentaire dans le sens où en fait, le complément alimentaire ne vient plus aider l'alimentation, mais il vient réellement augmenter les performances, augmenter la récupération. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours très étrange et très... en fait, on n'arrive pas trop à avoir un dialogue cohérent sur le sujet parce que les compléments alimentaires, tantôt, ça vient corriger une carence possible de l'alimentation. Donc là, en fait, on fait que rééquilibrer pour avoir un niveau normal. Enfin, il faudrait définir ce qu'est la norme. Et après, on a aussi le côté où même en mangeant suffisamment de bonnes choses dans l'alimentation, on n'arrive pas à avoir des effets significatifs, ou en tout cas des effets qui sont à la hauteur des compléments alimentaires. Donc là, est-ce que là, on ne bascule pas dans une forme de, entre guillemets, dopage ? Quand je dis entre guillemets, c'est évidemment parce que c'est pas sur la liste des produits dopants, mais c'est toujours intéressant de voir quand il y a augmentation d'efficacité par les compléments alimentaires versus l'alimentation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand on a essayé de tout faire avec l'alimentation, on n'arrive pas à la hauteur de ce que pourrait fournir un complément alimentaire, là, pour moi, on tombe dans quelque chose qui n'est plus de la complémentation et plus peut-être de la supplémentation. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, le débat est ouvert, mettez-le en description, mais c'est un petit peu comme plein de choses. Vous savez, l'époque où la créatine était interdite, tout le monde pensait que la créatine c'était un truc de fou parce que quand c'est interdit, les gens ont tendance à survaloriser les effets. Et puis le jour où ça devient légal, les gens ont tendance à minimiser les effets et se reporter vers un autre truc qui est illégal au moment d'effet, entre guillemets. C'est un petit peu comme l'histoire de la DHEA. Donc la DHEA en France, c'est quelque chose qui, oulala, c'est dangereux, oulala. En fait, c'est comment dire ? C'est quelque chose qui est c'est tabou, c'est polémique et tout. Ça rentre dans la catégorie des hormones, pro-hormones, tout ce que vous voulez. Donc du coup, c'est du dopage et tout. Et pourtant, je rappelle souvent cette anecdote, mais moi j'ai un ami qui est parti à Los Angeles et qui me disait, tu sais, c'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre, c'est surprenant. Tu t'arrêtes faire le plein dans une station-service et à la caisse, avec les chewing-gums, il y a de la DHEA. Donc c'est pas du tout la même approche que nous par rapport à ça, quoi. Eux, la DHEA, ils l'ont comme ça directement sous la main. Nous, c'est pas du tout la même chose. Et donc du coup, la DHEA, moi j'ai pas fait beaucoup de recherches dessus et j'en prends pas puisque c'est pas forcément à mon âge que ça pourrait être intéressant. Mais il y a quand même ce côté où, alors certains vont même se mettre à penser que t'exploses grâce à ça, ou un petit peu comme, je sais pas ceux qui se rappellent de la mélatonine à l'époque. Il y a quelques années, la mélatonine et la DHEA, c'était un peu sur le même rang. On sait pas trop, c'est une pro-hormone, c'est bizarre, c'est du dopage et tout ça. La mélatonine a été plutôt bien acceptée actuellement. Donc en France, la mélatonine est même recommandée. Enfin bon, bref, voilà. La DHEA, on n'y est pas encore à ce niveau-là. Et je serais curieux de voir dans peut-être une petite dizaine d'années, voire peut-être même moins que ça, peut-être 5 ans, voir ce qu'il en est par rapport à ça. Vu que nous, on est dans une politique où on est très... médicaments, en fait, avec la sécurité sociale, on est beaucoup, on est très médicaments, en fait, en France. C'est-à-dire que vu que nous, on a beaucoup de soins de santé qui sont remboursés, pris en charge, contrairement à des pays qui n'ont pas ces avantages-là, nous, on est très médicaments, peu compléments alimentaires. Il y a des pays où c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour eux, aller chez le médecin, plus acheter des médicaments, c'est plus cher que les compléments alimentaires. Donc, du coup, ils vont plus se tourner vers les compléments alimentaires, alors que nous, c'est l'inverse. Étant donné qu'on ne paye quasiment pas nos médocs et nos consultations chez le médecin, ou alors on paye une maigre partie, une petite partie, et ben le monde du complément alimentaire devient très onéreux pour nous, étant donné qu'on doit les payer plein pot. Et c'est pour ça, vous savez, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est pour ça que certains misent beaucoup sur les compléments alimentaires dans les pays où justement la médecine n'est pas remboursée. Et dans les pays où elle l'est, forcément, on se tourne toujours vers le moins cher. Hein. Il faut pas se voler la face et pas être dans le déni. Et c'est pour ça que... je m'arrête sur cet article parce que souvent, je veux faire des podcasts de 20 minutes et je parle trop. Et bon, c'est bien parce que ça fait du commentaire. Après, sous les podcasts, les gens réagissent. Mais il faut que j'essaye d'avancer un petit peu plus vite.
Alors, deuxième article que j'ai trouvé drôle, que je lisais hier d'ailleurs, tranquillement, c'est comment apprivoiser. Alors, c'est de la traduction anglais-français, donc je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez bien. Alors, comment apprivoiser l'éternuement de daron, en gros. Donc, ce qu'ils appellent en anglais, ils appellent ça le Squeeze Daddy, c'est ça? Non, le Dad Sneeze. Dad Sneeze. Donc voilà, c'est l'éternuement de papa. Vous savez, le truc quand on éternue, on fait trembler les vitres et tout. Et donc du coup, j'ai récolté dans l'article quelques petites données par rapport à ça. Donc je ne sais pas si vous êtes victime d'éternuements très forts qui effraient toute votre famille. Mais là, l'article, c'est un article. Alors l'auteur, c'est il s'appelle Brett McKay. Et il reprend les dires du docteur, je crois que c'est docteur Harvey, et aussi un médecin qui s'appelle Erich Voigt. Donc j'ai récupéré des citations dans l'article qui dit que le volume d'un éternuement est déterminé en grande partie par l'anatomie de celui qui éternue en fait. Donc Erich Voigt, un médecin des oreilles, du nez et de la gorge, a expliqué dans une interview que la capacité pulmonaire d'une personne ainsi que la taille de ses muscles influence fortement le volume sonore de ses éternuements. Des muscles plus gros, en particulier dans le diaphragme, signifie que vous aurez une contraction musculaire plus forte, ce qui libérera l'air lorsque vous éternuerez avec plus de violence et plus de force. Une plus grande capacité pulmonaire signifie que vous libérez plus d'air lorsque vous éternuez. Et selon le docteur Harvey, plus vous retenez votre souffle avant un éternuement, plus votre éternuement sera fort et dramatique. J'aime bien la traduction. Une technique pour atténuer l'éternuement de daron est de résister à ce réflexe et de continuer à respirer normalement lorsque vous ressentez l'envie d'éternuer. Donc en fait, vous savez, quand vous avez l'éternuement qui approche, qui commence à vous picoter, souvent on a tendance à retenir sa respiration. Et bien là, lui, il recommande plutôt de continuer à respirer tranquillement en attendant que l'éternuement arrive et la violence sera moins forte. Parce qu'en fait, le fait de se retenir de respirer, et ben la décharge quand on va éternuer va être tellement violente que le bruit, c'est là où en fait vous faites s'envoler les oiseaux dans le jardin et tout quand vous éternuez. Alors, comme mentionné ci-dessus, lorsque vous éternuez par la bouche, cela sera plus fort que d'éternuer par le nez. Le problème avec les éternuements par le nez, c'est que vous allez expulser beaucoup plus d'humidité et ça sera un peu moins snob, quoi. Si vous décidez de commencer à éternuer par le nez, assurez-vous d'avoir toujours un mouchoir un mouchoir à proximité. Donc pourquoi j'ai voulu vous parler de cet article, parce qu'en fait l'auteur, celui qui écrit, c'est un blogueur assez connu aux États-Unis. Lui, il est victime de ça. Et justement, sa femme, et je ne sais pas si son enfant est en âge de se plaindre, mais en tout cas, sa femme se plaint du volume de ses éternuements. Et c'est marrant comme quoi, à chaque fois qu'on a une problématique, on va chercher sur Google un petit peu des pistes, et lui, il est allé creuser un peu. Bon, il a une forte communauté, et puis moi, je trouve qu'il fait du bon travail, j'aime bien son blog. Et là, il a trouvé des petites astuces. Alors il y a même une astuce qui n'est pas scientifique, mais qui est des astuces d'utilisateurs, de personnes concernées, qui disait que quand il commence à avoir, vous savez, le dernier avant d'éternuer comme ça, et ben il déglutit, il avale sa salive, et ça apparemment ça stoppe direct. Mais lui, il pense que c'est dû au fait qu'on continue à respirer en fait, et que du coup ça se rapproche de la technique de la respiration contrôlée avant d'éternuer. Enfin bon, on se rappelle tous d'un grand-oncle ou d'un grand-père ou quoi qui éternuait tellement fort, on se demandait mais c'est pas possible, il peut pas faire un peu moins de bruit. Ben, visiblement c'est que ça devait être un solide gaillard avec un diaphragme assez puissant. Voilà, donc je trouvais ça sympa d'en parler dans le podcast. Ça parle de vie de tous les jours, ça parle de style de vie et de masse musculaire du diaphragme pour le coup, mais pas du reste du corps. Bref, on continue. Alors on va passer à la question de l'auditeur. La question de l'auditeur
était la suivante. Donc salut Théo, je tenais d'abord à te remercier pour tout ce que tu partages avec nous. Voici mes questions. Est-il nécessaire de diviser notre quantité de protéines équitablement entre nos différents repas afin de respecter la balance azotée ? Y aurait-il un avantage à consommer plus de protéines post- et pré-training, dans le cadre d'une prise de masse, en essayant de prendre un minimum de gras, et d'un programme de training muscu 5 fois par semaine ? Est-il plus judicieux de consommer par exemple 2500 calories les jours de training et moins les jours off, ou d'avoir le même nombre de calories tous les jours de la semaine ? Merci pour tes réponses. Alors j'ai répondu en 3 temps. Déjà je te remercie pour le soutien. Donc ton remerciement, c'est moi qui te remercie. Donc voilà les réponses que je vais te donner. Alors 1 repas par jour versus 5 repas par jour. On va prendre les extrêmes. Enfin extrêmes, on peut monter à 6, 7, 8 repas même. Mais moi je te prends le 1 repas versus 5 repas. Il est vrai que je l'avais observé. Tu sais, ta digestion, elle se passe beaucoup mieux quand tu n'as pas mangé. Je m'explique. Le matin au petit déjeuner, tu te rends compte que c'est assez peu fréquent, sauf si tu inclus des nouveaux aliments, mais au petit déjeuner, c'est assez peu fréquent que tu te sentes écrasé par ton petit déjeuner, s'il est sain, ballonné, etc. Par contre, le midi et le soir, ça peut être plus probable. Donc ça, garde ça dans le coin de ta tête, je vais détailler plus tard. Quand j'étais encore salarié, je me souviens qu'au début de mes premiers régimes, quand il m'arrivait de faire des écarts de diète, par exemple le week-end, quand je faisais une grosse recharge, souvent, je l'ai déjà expliqué, mais je faisais un gros fast-food ou des choses comme ça, et vu que j'étais encore dans cette stratégie où psychologiquement j'avais l'impression de me priver de ce que j'aimais pas, j'avais pas encore ces habitudes que j'ai aujourd'hui à me faire plaisir la semaine. Quand je dis plaisir, c'est avec des aliments sains évidemment, mais que j'avais pas trouvé une forme d'équilibre avec ma nutrition, et souvent la semaine c'était pas super bon au goût, et le week-end je me rattrapais en mangeant par exemple un gros fast-food, etc. Et la stratégie que j'avais le lendemain, c'est que je sautais le petit déjeuner, et parfois quand ça avait été beaucoup trop riche, j'arrivais à faire un jeûne presque total, c'est-à-dire que mon dernier repas était le samedi soir, un repas d'écart, un gros fast-food par exemple, et je ne remangeais que le dimanche soir, c'est-à-dire que je restais quasiment 24 heures sans manger. Et quand je faisais ça, je me rendais compte d'une chose, c'est que le repas du soir, du dimanche soir, donc après avoir passé toute la journée sans manger, je me rendais compte que je le digérais super bien, quelle que soit la nature de ce repas. Parce qu'il m'arrivait parfois d'être invité le dimanche soir et de remanger une pizza, donc c'est-à-dire de faire 2 écarts dans le week-end, et je me rendais compte d'une chose, c'est que je le tolérais super bien au niveau digestif. J'étais pas ballonné, je me sentais pas mal et tout. Avec pas mal d'expériences que j'ai pu faire sur ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que effectivement, quand on mange moins la journée, donc c'est-à-dire que quand le système digestif est longtemps au repos, le repas qui va suivre ce repos est souvent bien assimilé. En tout cas, est bien digéré. On n'a pas d'inconfort. Ça ne veut pas dire que tu assimiles mieux les protéines et tout, mais quand même, le confort digestif est bien amélioré. Bon, ça c'était juste, je voulais te donner cette notion-là par rapport à un repas versus 5 repas. La problématique, c'est que si tu manges un seul repas, admettons, je prends toujours un extrême, pour avoir ta quantité de protéines sur la journée, effectivement, ton taux d'acides aminés ne va pas être stable, il va fluctuer. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments où il va être élevé et d'autres moments où il va être bas. Si tu souhaites prendre de la masse musculaire, la masse musculaire se prend quand tu récupères d'entraînement. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas t'entraîner intense, briser de la fibre, c'est la reconstruction derrière qui va faire que tu vas prendre de la masse musculaire. Et pour ça, il faut avoir les bons matériaux. Nous, on assimile souvent protéines à gain de masse musculaire. Ce qui est vrai, mais les protéines ne servent pas qu'à ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de protéines pour tout un tas de process dans l'organisme. Et c'est pas que la prise de masse musculaire. Donc à partir du moment où tu consommes peu de protéines, c'est-à-dire de manière ponctuelle, tu vas consommer beaucoup de protéines et à d'autres moments non, tu vas encore diviser. Donc il va y avoir des process immédiats, genre la reconstruction du corps, de ta masse musculaire, mais des processus plus immédiats comme le fonctionnement de ton organisme, etc. Donc du coup, c'est hasardeux de faire peu de repas protéinés
donc voire un seul ou deux pour avoir sa quantité de protéines quand on est en prise de masse musculaire. Surtout si tu as par le passé fait des diètes où tu avais par exemple 3, 4, 5 repas protéinés, tu avais difficilement des facilités à prendre de la masse musculaire. C'est-à-dire que c'est pas en réduisant le nombre de repas que tu vas déclencher la prise de masse musculaire. Il faut faire attention à ceux qui disaient que tu as ton organisme épuisé et que c'est en réduisant que tu vas commencer à grossir. C'est faux. C'est ton organisme, s'il est épuisé, c'est pour tout un tas de raisons, mais pas parce que tu manges trop souvent. Si tu manges trop souvent en prise de masse musculaire et que tu es épuisé, en fait c'est pas l'alimentation qu'il faut calmer, c'est la totalité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi tu es épuisé, te mettre en période de récupération pendant un certain temps pour récupérer de la vitalité et après repartir. Mais c'est pas en faisant plus de sport et moins manger que tu vas prendre de la masse musculaire. Donc voilà, déjà il y a une fatigue qui va être induite par la fréquence des repas. Ça, c'est clair. Mais par contre, la fréquence des repas, tu peux limiter la fatigue si tu gères la qualité de ta nutrition. Évidemment, si tu as des repas qui sont des bombes caloriques à chaque fois, tu vas commencer le matin, ça va bien se passer. Ta collation de milieu de matinée, tu vas commencer à dégrader un peu. Le midi, ça va encore se dégrader. L'après-midi, à ta collation, encore un peu. Et le soir, encore un peu. Donc, c'est-à-dire que ta capacité d'assimilation, ta fatigue digestive, ton potentiel digestif va réduire au fur et à mesure de la journée. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont recommander d'avoir des plus petits repas, moins denses à digérer et plus souvent pour solutionner la problématique d'avoir des baisses du taux d'acides aminés qui circulent, donc essayer d'avoir un taux d'acides aminés régulier tout au long de la journée sans avoir les inconvénients d'un épuisement digestif rapide. Beaucoup de personnes font l'erreur finalement de manger souvent mais les mauvaises choses et en trop grande quantité. Donc du coup là, fatigue digestive qui va s'installer, prise de graisse, etc. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie de ma réponse, c'est pour ta deuxième question, c'est tu parlais de la nutrition pré-post-training, de prendre plus de protéines. Alors moi, déjà en pré-training, je vois pas l'intérêt d'en prendre plus. Tu peux consommer un peu de protéines avant l'entraînement, c'est bien. De toute façon, quand tu vas commencer à t'entraîner, ta digestion va être stoppée. Donc l'avantage entre guillemets de prendre des protéines avant l'entraînement, c'est qu'en fait tu vas commencer un peu à les digérer, ça va être stoppé et donc du coup le process digestif va reprendre après l'entraînement parce qu'il faut pas oublier que quand tu t'entraînes, une grande partie du sang, alors quand tu ne t'entraînes pas, une grande partie du sang est dans les organes digestifs. C'est donc le process de digestion monopolise beaucoup de sang. Donc voilà, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe et donc du coup il faut faire attention parce que t'as pas envie d'avoir des problèmes digestifs si jamais tu consommes c'est pas si tu consommes trop de protéines ou autre, mais c'est si jamais toi t'as des difficultés à assimiler comme ça, en tout cas que ces problématiques d'arrivée, retour, etc., d'ischémie, reperfusion due à l'entraînement au niveau digestif, c'est pas forcément intéressant. Par contre en post-entraînement, oui, parce que tu crées une demande qui est supérieure à la normale, c'est-à-dire que quand tu t'entraînes, quand tu détruis ta masse musculaire, forcément tes besoins sont supérieurs par rapport à la normale, donc ça peut être intéressant durant cet épisode-là, de post-entraînement, de consommer une collation légèrement plus riche que d'habitude. En règle générale, moi j'aime bien dire qu'il y a 2 moments où c'est relativement intéressant de consommer des doses un peu plus importantes qu'à d'autres moments de la journée, c'est le matin, après le jeûne de la nuit, et après l'entraînement, où le besoin est encore plus élevé. Voilà. Et troisième partie de la réponse, moins de calories les jours off, oui et non. Moi, je te recommanderais plutôt de consommer moins de calories si tu es à J+1 entraînement. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, par exemple, le lundi, mardi, mercredi, et que tu as le jeudi de repos et que tu reprends le vendredi, ça sert à rien de baisser tes calories le jeudi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu es en période de prise de masse musculaire, le jeudi, c'est un jour de récupération. L'anabolisme, si la synthèse protéique et tout, se fait après l'entraînement, pas sur 3-4 heures, ça se fait sur 24-48 heures. Donc du coup, plutôt 24 heures, base-toi plutôt là-dessus. Si tu comprends ça, tu te dis que le lendemain, il ne faut pas réduire ta quantité de protéines parce que tu es encore dans une période où tu en as besoin. Par contre, quand tu commences à enchaîner les jours sans entraînement, c'est là que tu peux commencer à réduire ta diète pour éviter de surcharger. Donc par exemple, je reprends typiquement le cas, tu t'entraînes du lundi au vendredi non-stop, le samedi, pas besoin de baisser ta diète, mais le dimanche, tu peux la baisser un petit peu. Voilà. Mais dans ton cas de figure, si c'est 5 entraînements par semaine, s'ils sont consécutifs, peut-être que tu n'aurais qu'une journée à baisser un petit peu ta diète. Mais sinon, après, le reste du temps, je suis pas forcément pour, de faire un jour
bas en calories quand tu t'entraînes. Enfin, en tout cas, pas dans l'optique de prise de masse musculaire. Quand tu es en perte de graisse, oui, mais pas dans une optique de prise de masse musculaire, parce que justement, ça serait impacter la récupération, qui est quand même importante pour prendre de la masse musculaire. Voilà, je m'arrête ici pour mes réponses. Je vous invite à aller voir la vidéo, la formation que j'ai faite sur le sujet devenir puissant physiquement, 5 outils nutrition. Vous avez le lien dans les notes de cette émission-là. Et vous avez également le lien pour me poser votre question anonyme. Ça s'appelle « Posez votre question ici ». Il y a un petit lien, un petit formulaire. Vous remplissez ça. Et puis, j'en parlerai dans le prochain épisode. Salut. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.